Merci Stéphane d'être là pour cet échange cet après-midi autour de ton film Vincent doit mourir. Juste pour rappel, on l'a dit hier déjà, mais toi tu viens du théâtre, tu as été comédien au théâtre public pendant, enfin, c'est ton métier quoi, premier. Tu nous disais que tu es venu dans le monde du cinéma un peu sur le tard. Tu as déjà fait plusieurs films, surtout des courts-métrages. Le premier, Jeunesse française, date de 2011, c'est ça? Et on l'avait montré ici à Jandou à l'époque. Ensuite a suivi Panthéon Discount. Oui, enfin, il y en a eu, Enfin, il y en a eu mais d'autres, bon. voilà. Et voilà, et on a montré, hier on disait, on a montré le premier, on a montré le dernier court-métrage, qui était Final. Donc c'était il y a 2 ans, peut-être vous vous souvenez un peu, c'était dans une maison de retraite, où il y avait des personnes comme ça qui vivaient Des la fin vieux. des vies et la vieillesse d'une façon assez particulière, très contemporaine. Des vieux qui se droguaient, quoi. Voilà. Et donc tu passes au long métrage avec Vincent doit mourir. Et la première question qu'on s'est posée, c'est ce choix avoir accueilli un scénario qui n'est pas les tiens. C'est pas toi qui as écrit le scénario, c'est Mathieu Nair. Voilà, donc déjà savoir, parce que c'est pas très courant en fait, une fois qu'on Pas- a fait des films, on les a écrits nous-mêmes, voilà, on a envie sûrement de continuer avec le long métrage, écrire comment, ces choix, un peu atypiques. Enfin, en tout cas, typique en France, effectivement. Ça s'est fait comment? Ça s'est fait que je connaissais, enfin je connais toujours d'ailleurs, ils sont pas morts, pas encore, les producteurs, à savoir Claire Bonnefoy et Thierry Lounas. Et ils m'ont proposé donc ce scénario. Et comme je suis un garçon poli, je me suis dit je vais le lire et je vais le refuser. Puisque justement, dans une idée bien française, je filme ce que j'écris. Et donc je découvre le scénario de Mathieu Naert. Et je vois qu'il y a... déjà, j'aimais beaucoup le titre, et c'est important le titre. C'est très inspirant. Et avec le scénario, je me découvre beaucoup de complicité. J'aimais beaucoup le concept qu'avait inventé Mathieu, ce concept du regard. Je le trouvais, je trouvais ce concept très intelligent, très concret pour justement parler de la violence sans explication, sans psychologie. J'aimais beaucoup ça. Je trouvais aussi qu'il y avait une promesse de cinéma à travers ce mélange des genres qui, moi, me parlait beaucoup. Et il y avait déjà la trace d'un humour, et je sentais qu'il y avait moyen de pousser encore cet humour, qui est une chose qui m'importe énormément. Et enfin, je voyais que c'était l'œuvre d'un névrosé. Et comme moi-même, je suis bien névrosé, je me suis dit qu'il y avait moyen justement de conjuguer nos névroses et de pousser encore les potards de la proposition de Mathieu. Et ensuite, il y a eu appropriation du scénario, donc il y avait des choses qu'il n'y avait pas, et qu'est-ce que toi tu as apporté dans ces scénarios? Bah, le gros changement par rapport au scénario original, c'était que dans la proposition de Mathieu au départ, il n'y avait que Vincent qui avait ce problème-là. Et donc le gros changement, c'était que le phénomène touche d'autres personnes et qu'il y a une contamination qui, moi, me semblait intéressante parce que bon, le film parle aussi de l'altérité et j'aimais bien aussi l'idée que donc la courbe du personnage aille jusqu'à ce que lui devienne aussi comme les autres, c'est-à-dire qu'il y ait ce retournement et qu'il aille jusqu'à devenir donc enfin qui tente de tuer Margot. Je dirais que c'est la grande c'est la très grande différence. Donc ça fait les sentinelles, le chien, Joachim, etc. Tout ça, c'est ta C'est, patte à toi qui est... oui, enfin après, c'est toujours pareil. Un film, c'est quand même une chose collective, quoi. Donc il y a aussi quelqu'un d'autre qui est venu me prêter main forte pour la réécriture, qui est Dominique Baumard. Et puis c'est aussi les acteurs que moi je travaille beaucoup à l'improvisation. Je demande souvent aux acteurs de ne pas apprendre le texte. Donc il y a la patte de tout le monde, quoi. C'est-à-dire que
ce que disait la camarade qui était là juste avant, c'est un film... on est toujours dans cette idée bien française aussi qui date du 19e et une idée presque bourgeoise finalement, que le film c'est toujours l'œuvre d'un démiurge. Il y a un connard qui effectivement donne une indication, enfin un connard ou pas, on n'est pas obligé d'être connard justement, mais c'est le travail d'une troupe aussi. Et la troupe commence à l'écriture et se poursuit jusqu'à la post-production et c'est grâce au talent et à ce que sont les uns les unes et les autres que la patte arrive, quoi. Et donc, le choix des comédiens, il est important dans ce cas-là, très important. Comment tu as fait? Est-ce que tu as pensé à eux directement, donc Vima Laponce et Karim Leclou, qui sont les têtes d'affiche? Et ensuite aussi, il y a tous les rôles un peu plus secondaires, parce que ça, c'est très intéressant d'identifier tout ce qui joue le commissaire. Il y a le père de Vincent. Oui. Tous ces gens-là, est-ce que tu peux nous expliquer qui sont ces hommes, d'où ils viennent et comment tu... Oui. Alors, sur le casting, la vraie question, c'était déjà qui allait incarner Vincent. Ce qui n'était pas une mince affaire et qui allait aussi beaucoup aiguiller l'histoire de la réécriture, de l'adaptation. Parce qu'on pouvait imaginer un acteur plus évident pour du combat. Et ça m'intéressait pas du tout. En tout cas, moi, ça m'inspirait absolument pas. Je trouvais que ce qui était intéressant, c'était justement de voir des corps qui n'étaient pas faits pour se battre. Et c'était justement presque des corps tabous. C'est pour ça aussi qu'on a rajouté des enfants. Déjà parce que c'est toujours bien de voir des enfants se faire taper, mais en tout cas c'est toujours ça de prix. Mais parce que aussi je pense qu'il fallait aller jusque là, c'est-à-dire tout d'un coup de voir des corps qui n'étaient une dame dans sa voiture, etc. Donc il fallait un acteur qui soit capable d'avoir ça. Et je trouve que Karim, au-delà du fait que déjà c'est pour moi un des plus grands, des meilleurs comédiens à l'heure actuelle en France, je trouve qu'il a cette chose-là, c'est-à-dire qu'à la fois il peut être monsieur tout le monde et en même temps il a sa propre singularité, il a quelque chose de très doux et en même temps de brutal et il n'a pas un corps fait pour ça a priori. Pour moi il a quelque chose de l'ordre d'un grand burlesque, c'est-à-dire un corps maladroit et en même temps avec un visage impassible, confère la scène au commissariat où il regarde un peu l'autre qui est en train de chialer, l'autre qui lui dit de serrer la main, et un peu à la manière d'un Buster Keaton, il accepte, comme Buster Keaton accepte de prendre le train en marche. Et c'est cette chose-là qui m'intéressait, parce que du coup, il n'y avait pas de psychologie. À aucun moment, Vincent se demande, mais pourquoi j'ai ça? C'est plutôt comment je vais m'adapter, à la manière d'un héros burlesque, et il va tâcher de comprendre le mécanisme et tâcher de voir comment il peut s'adapter. Donc, à partir du moment où je me suis dit qu'il fallait que ça soit Karim, ça donnait déjà une vraie tonalité au film, et à la fois sur l'humour et aussi sur la vérité, parce qu'il a quelque chose de très puissant, Karim aussi, une vraie tendresse. Et donc il fallait en face, pour le rôle de Margot, une comédienne, d'autant plus que c'est un personnage qui arrive à la moitié du film, donc un personnage qui est déjà un passif de cinéma, et où on puisse croire qu'elle a vécu elle aussi un film. J'ai tendance à dire que c'est toujours la rencontre de deux films, la rencontre de Margot et de Vincent, c'est-à-dire de deux corps maltraités, de deux naufragés qui fatalement n'ont pas d'autre choix. Forcément, c'est irrésistible pour l'un pour l'autre d'après d'essayer de cheminer ensemble. Donc pour moi, Vimala était parce que voilà, Vimala, c'est quelqu'un qui est très solaire. C'est une actrice qui est aussi très physique. C'est aussi une actrice de théâtre. C'est une actrice qui a aussi quelque chose de très profond. Et forcément, je veux dire, il fallait aussi croire au coup de foudre, ce qui est une chose toujours casse-gueule au cinéma. Et quand on voit Vimala, forcément, on a un coup de foudre. Donc, c'était pour moi l'actrice idéale. Quant à toute la bande, tous les autres, comme j'ai bossé 25 ans dans le théâtre public, j'ai quand même croisé quelques camarades dont j'aime le travail, dont j'aime les personnes, avec qui j'avais travaillé soit comme comédien, comme partenaire, ou bien que j'avais déjà fait jouer dans mes cours. Ce qui est le cas de François Chateau, qui fait le père, qui est une sorte de maître Yoda dans le théâtre public, qui est un acteur absolument incroyable, avec une voix magistrale. Qui est présent dans Finale. Qui est présent dans Finale, et on avait joué au théâtre ensemble, où je faisais le rôle de son ancienne maîtresse.
C'est dire parfois le sérieux de certaines productions. Pour par exemple le commissaire et celui qui fait Yves, Yves c'est un acteur qu'on voit souvent au théâtre, qui est Emmanuel Vérité, qui est comme un frère. On a joué très souvent ensemble. Et le commissaire, en revanche, n'est pas comédien. C'est un metteur en scène de théâtre et directeur de la Comédie de Saint-Étienne, qui est donc Benoît Lambert, et qui fait parfaitement, ça fait la 3e fois qu'il fait un flic dans un de mes boulots, et il fait parfaitement le connard avec un naturel criant de vérité. Et c'est pour tous les autres acteurs et actrices, voilà, c'est à peu près ça. C'était des gens, moi j'aimais bien justement ce mélange. Pour le psy, c'est Pierre Maillet, qui est un grand monsieur aussi du théâtre. Et j'aimais bien voilà, aussi qu'il y ait différentes natures de jeu qui puissent se croiser et incarner ces personnages qui, au fur et à mesure, révèlent un peu quelque chose du personnage de Vincent. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus concrètement du travail qui est fait en amont du tournage avec justement les comédiens? Comment, tu dis qu'il y a le scénario et que tu demandes un peu qu'ils apprennent pas tout à fait les dialogues, c'est ça que tu nous dis? Alors comment ça se fait alors? Ils sont bien dans la merde. Non, ce qu'on fait, c'est que pour moi, ce qui était important à répéter, c'était les combats. Parce que ça devait se jouer beaucoup sur le physique. Donc les combats qui étaient réglés par Manu Lanzi, et ça permettait aussi de comprendre certaines scènes, comme par exemple le facteur, qui au départ il ne devait pas le tuer. Et puis la scène était plus drôle que ça dans le coffre, il le tasait, etc. Et bon, justement, la vérité des corps et tout faisait que non, c'était pas possible. Il fallait que ça aille jusqu'à ce qu'ils s'acharnent dessus. Ça, c'était une chose qui était répétée. Moi, je n'aime pas répéter avec les acteurs en amont parce que ce que j'aime, c'est capter le moment de l'invention. La chose qu'on peut tout d'un coup choper qu'une fois. Et si je demande souvent aux acteurs, pas sur toutes les scènes, hein, ça dépend, il y a des scènes où ça me semble intéressant justement qui ne travaillent pas le dialogue, mais au contraire qu'ils aient juste la situation en tête. Et qu'après, effectivement, ils soient obligés de se jeter dans le bain et de jouer la situation. Et donc avec des moments d'invention pour la scène au commissariat, quand par exemple le flic demande s'il veut porter plainte et que l'acteur dit non, c'est une invention. Et ça ne serait pas pu s'écrire, c'est tout un coup. Et l'acteur, vu qu'il l'invente, il le sort avec une chose qui serait, à mon avis, très difficile à reproduire. Ce qui n'empêchait pas qu'en amont du tournage, avec Karim et avec Vimala, séparément, on faisait des lectures du scénario. Non pas pour construire, mais peut-être plus pour déconstruire justement les idées reçues qu'on pourrait avoir, et en tout cas de voir ensemble justement ce qu'il ne fallait pas faire. Donc c'était plutôt dans cette approche-là. Et sinon, je faisais rencontrer, ce que j'aime pas quand les acteurs se rencontrent uniquement au plateau, c'est très intimidant pour tout le monde de ne pas s'être rencontrés avant. Donc plutôt que de faire des répétitions, on faisait des apéros, ce qui est mieux. Où Karim pouvait rencontrer le plus de ses partenaires possible. C'est une autre manière de se jauger, de se causer avant de jouer. J'aimerais qu'on parle aussi de cette scène que tu citais tout à l'heure dans le commissariat, où on voit une image des policiers complètement bienveillants. On dirait presque, moi ça me venait comme ça à l'idée, comme une figure d'un père ou d'un professeur là, qui serait devant 2 élèves qui auraient fait une bêtise et qui demande tout simplement d'être bienveillant l'un avec l'autre. Qu'ils se serrent la main finalement, qu'ils aillent boire un coup ensemble. Donc c'est une vision qui dégage comme ça des forces de l'ordre, un peu particulière. Et donc je me demandais, est-ce que pour toi c'est bien sûr ça sert Tu veux me demander si je suis pro-flic ? Non, c'est pas ça. C'est ce que c'est une vision utopique ou est-ce que c'est une provocation ? Je dirais ça comme ça un peu.
Non, je pense que ça correspond aussi à une réalité. Chez les flics, c'est comme chez tout le monde. Il y a des gros connards, il y a des petits connards, et puis il y a aussi des gens qui sont. Là, j'aimais bien l'idée d'un flic bourdeusien, donc qui dit qu'il y a de la pression au travail. Pourquoi pas? Je pense pas que ça soit une provoque. Je pense que il y a, même si le syndicat d'extrême droite a l'air majoritaire, je pense qu'il l'est. Il y a certainement un syndicat de gauche chez les flics. Et je n'aimerais pas être à leur place. Mais je n'aimerais pas être flic, de toute façon, a priori. Mais je pense que ça ne m'intéressait pas de montrer, par rapport à ce film-là, justement un flic qui aurait été agressif. De toute façon, ce que raconte le flic est d'une autre violence, puisqu'il a une victime. En fait, le schéma de la scène, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le terme bienveillant, pardon, mais en fait, même pas du tout d'accord, parce que le schéma de la scène du flic, c'est le schéma d'une femme violée qui vient porter plainte. C'est juste qu'on on dénie le statut de la victime. D'ailleurs, c'était une procédure qui se faisait en d'autres temps, il n'y a pas si longtemps que ça, où on disait, mais bon, ce monsieur, il a peut-être pas fait exprès. Ça va peut-être lui poser des problèmes, il va venir s'excuser, et puis voilà. Donc c'est plus dans cette... Alors même s'il a une rhétorique de pression du travail, etc., néanmoins, il règle l'affaire d'une drôle de façon, parce qu'il y a bien eu agression, il y a bien eu quelqu'un à qui on a pété la gueule, et en plus de ça, ils doivent se serrer la main, voire boire un coup après. Donc c'est une bienveillance... Trompeuse. Plutôt. Oui. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y en a déjà. Bonjour, merci pour le film, moi j'ai beaucoup aimé. Il met vraiment dans un univers hyper... enfin, vous nous aviez prévenu, hein, parano, et la BO elle est incroyable. Mais j'ai pas compris moi parce que... Enfin je me disais que ça allait aller plus loin dans un truc carrément barré quoi. Et j'étais un peu presque... C'est mon avis, hein. Je crois déçue. que ça a été déjà trop pour d'autres, mais... Ouais mais du coup... Tant qu'à aller dedans, j'étais presque déçue qu'ils partent en bateau et que le dénouement ce soit ça. J'ai eu le sentiment de pas vraiment comprendre, pas avoir ni même une petite piste d'explication du pourquoi toute cette violence en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais... Ouais, il faudrait sortir des bouteilles là. Non, on va déjà partir sur la BO, parce que ça peut être une manière d'arriver à la fin. La BO est signée John Cassett, qui est donc un compositeur avec qui on a souvent travaillé. Il a signé la musique de la plupart, de tout d'ailleurs, mes courts-métrages, et qui vient du théâtre aussi. On s'était rencontrés sur un spectacle. Et je suis d'accord avec vous, John a fait un super boulot. Et John a fait la musique avant le tournage. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à travailler sur le film, j'ai tout de suite branché John, et on a travaillé pendant 2 ans en amont sur la musique, de sorte que je pouvais faire écouter la musique aux acteurs, aux chefs opérateurs, enfin pas mal de gens de l'équipe, pour leur donner une tonalité justement du film, et aussi leur dire voilà, la musique prend ça en charge, nous on n'est pas obligé de le jouer. Ça sera déjà présent comme ça. Et voilà, c'était une manière aussi à la fois de parler de comment on avait travaillé avec John, puis de saluer le travail de John, où je suis d'accord avec vous, il a fait du beau boulot. Sur la fin, vous auriez voulu que ça soit plus barré. Pardon? Je pense qu'il barrait vraiment à la fin. Bah, moi, ouais. Comment dire, pour moi, ce qui m'importait à un moment donné, c'était vraiment qu'on soit sur cette histoire d'amour. C'est-à-dire que l'histoire de Vincent, c'est aussi l'histoire d'un déplacement. Si on prend le personnage au départ, Vincent, dans cette première scène où il y a déjà une violence qui s'exerce, et c'est lui qui l'exerce. Parce que sa blague au stagiaire, on peut dire que c'est la blague d'un connard, on est d'accord.
Et c'est une violence sociale, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, en tout cas, qui n'est ni sympathique ni antipathique. On voit quelqu'un content de lui, quelqu'un qui pense être à sa place. Et au fur et à mesure, à travers ce phénomène, c'est quelqu'un qui va se retrouver déplacé. Déjà, au travail, on lui dit « ce serait peut-être mieux que tu sois en télétravail ». Ensuite, il va plus pouvoir rester chez lui. Chez son père, il n'a plus sa chambre. Et donc, il va se retrouver déplacé à la marge. Et tout d'un coup, et c'est aussi la question du regard qui traverse tout le film, il va se mettre à regarder, il évite le regard de tout le monde, mais tout d'un coup, il va se mettre à regarder ce qu'il n'avait pas osé vraiment voir avant. C'est-à-dire que, par exemple, il va commencer à parler à un clochard, qu'il aurait sûrement esquivé auparavant. Et un clochard où tout d'un coup, il lui dit, on vit la même histoire. Et tout d'un coup, il voit une sorte de double chez ce mec-là. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment la question de l'altérité, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il fuit le regard, il se rapproche d'autre chose. Et à tel point qu'il va après regarder Margot, qui est, comme disent les chaînes d'infos continues, un personnage en détresse sociale, mais il va la regarder comme peut-être il n'avait jamais regardé une autre femme auparavant. Et quelqu'un qui vit sur un bateau, et pour moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment ce chemin vers l'autre, et où lui-même fait après l'expérience, puisque le retournement s'exerce et qu'il va tenter de la tuer, et elle va lui mettre ce bandeau. Et pour moi, j'avais envie, parce que je crois au besoin de consolation que nous avons toutes et tous, sans verser dans un sentimentalisme de bas étage, mais en tout cas le besoin de se serrer dans les bras, ce qu'il fait avec son père et ce qu'il fait avec elle. C'est pour ça que je ne voulais pas, par exemple sur la scène où ils s'embrassent, du sacro-saint coït que l'on voit dans tous les films, mais je voulais que ça soit juste des baisers, quelque chose de finalement d'assez de tendre, plutôt que de sauvage. Et pour moi, j'aimais beaucoup que la fin, ça soit ça, c'est-à-dire que ça soit une fin presque mythologique. C'est-à-dire, alors après, chacun ses références, Antigone, Tirésien, enfin bon, chacun ses classiques, mais que ça soit juste une étreinte entre les deux, et qu'il soit en même temps une happy end et pas vraiment, parce que finalement, ce que ça raconte avec lui, avec ce bandeau, c'est que l'amour peut être un répit, peut-être même une échappatoire, pourvu qu'on ne soit pas aveugle à sa propre violence. Donc c'est pour ça que je voulais pas qu'on soit trop dans le barré, mais le dosage était, je comprends en même temps ce que vous voulez dire, mais le dosage était compliqué. C'était comme sur l'humour, il fallait qu'il y ait de l'humour, mais que ça soit pas un humour obligatoire. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas envie d'en rire, ce n'est pas un problème, et ceux qui ont envie d'en rire, les plus pervers, dont je fais partie, puissent aussi en rire. Mais il fallait conserver un équilibre, comme un équilibre entre les différents genres, et que le film ait vraiment cette tonalité-là, pour arriver à cette fin sans dialogue, juste avec la musique. Et après, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? J'ai envie de dire, ça ne nous regarde pas. Merci. Il y a juste une question là, derrière. Attendez, attendez. Je vais répondre très rapidement, très rapidement à cette question, parce que je sens une vraie angoisse sur la Loire-Atlantique. Et le pont de la Roche-Bernard. Et le pont de la... Ah merde, et vous, c'est le pont de la Roche-Bernard. D'accord. Ok, il y a deux angoisses géographiques, on va tout de suite y répondre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont donné de l'argent. C'est-à-dire qu'on a essentiellement tourné le film à Lyon, donc ça c'est la ville, et dans la région lyonnaise, plus exactement le Beaujolais, bien sûr. C'est monsieur qui avait parlé des bouteilles. Et l'autre région qui a donné de l'argent, c'était Pays de la Loire. Et donc, quand on a fait des repérages, j'ai vu cet endroit qui est un peu, qui est à la lisière de Pays de la Loire. Et je me suis dit, c'est trop beau. C'est exactement le petit port que je voulais. Et ces deux ponts, je trouvais ça formidable. Donc voilà, pour répondre à ces angoisses. Oui, donc bonjour. Par rapport à la remarque précédente, je pense que la salle hier a oscillé entre ah quelle horreur, quel effroi, et puis le propos précédent qui consiste à dire que ah vous n'avez pas été assez loin. Tu n'as pas été assez loin. Entre les deux, tu as donné ta réponse qui pour moi effectivement est de se remettre
en simple spectateur dans le film. Or, les deux remarques d'un bord ou de l'autre veulent simplement s'agripper à des genres de films, et j'ai entendu du Romero à la sortie de la séance, à savoir qu'ils ont besoin de se raccrocher à une catégorie, or que précisément ta proposition allant de soi, c'est que tu en sors et tu ne laisses pas de fin, tu nous laisses sur la possibilité que, eh ben oui, confectionner votre vie suivante. Il n'y a pas de raison que je vous donne des clés. Le cinéma, c'est pas du cinéma à clé que tu fais, et le cinéma n'est pas une clé où confortablement on attend la sortie. Bah, c'était une remarque. Ben, je souscris pleinement à cette remarque. C'est qu'en tout cas, il n'y a pas d'explication de toute façon à ce phénomène, et il est hors de question, pour moi en tout cas, qu'il puisse y avoir une explication. Mais de la même manière, par rapport à Romero, il n'y a pas d'explication non plus aux zombies. Les morts se lèvent de terre. En général, très rapidement, il y a une séquence de générique où on entend des radios, il peut être question d'un satellite qui est tombé, tout ça. Enfin, il n'y a aucune raison véritablement donnée. Donc, et moi, je trouvais ça justement intéressant parce que je ne pense pas qu'il y ait d'explication à la violence. S'il y a une explication véritable à la violence, ça veut dire que donc il y aurait une violence légitime. Et oui, non. enfin, Et là, quand on va dans le métro, plus personne ne se regarde. Non. Parce que le regard est impossible. Alors on regarde, paraît-il, un objet pas très grand. Ça évite de regarder l'autre. Il est très compliqué de regarder l'autre. Il y a quand même là un phénomène généralisé. Oui, mais qui, je pense, a toujours... Alors, sur les smartphones, c'est une donnée nouvelle. C'est un outil, comment dire, pour dévier peut-être le regard, mais ça a toujours existé. Enfin, ça commence dès la cour de récréation. C'est comment tu m'as regardé, paf, un pain. Et c'est valable jusqu'à l'EHPAD, pour les plus vaillants. Mais il y a toujours la question de comment tu m'as regardé, quoi. Et c'est toujours cette chose-là. Quant à la, comment dire, au fait qu'il n'y ait pas d'explication à la fin, bah, on voit bien que, enfin, voilà, c'est comme pareil, hein, c'est comme une fin de chez Romero, hein, quelque part. Hein. C'est-à-dire que à la fin, on a toujours le petit groupe qui a de survivants à toute l'horreur des zombies et qui soit file dans zombies en hélicoptère sans être sûr d'avoir suffisamment d'essence, ou en bateau et sans être sûr d'arriver ou de survivre bien longtemps. Donc là-dessus, je pense pas être en total décalage avec ça. Et je pense que de toute façon, là-dessus, je pense qu'un film, c'est le produit de ceux qui l'ont fabriqué, qu'autant que comment dire, c'est aussi fabriqué par ceux qui le regardent. Et avec ce qu'on a traversé la veille, ce qu'on traverse le matin, et donc cette oscillation vient peut-être d'une humeur du soir. Je voulais te féliciter pour le générique de début, que je trouvais sublime. Et du coup, ma question, c'est quel lien tu fais entre la symbolique que tu développes dans le générique et le film lui-même? Parce que c'est un générique à motif plus ou moins abstrait, ça finit dans un écran d'ordinateur, mais on voit beaucoup de choses, des néons, des couloirs de métro, des lignes de balcon. Enfin, on ne sait pas très bien, en fait. Enfin, entre le macro et le micro. Enfin, du coup, il y a cette esthétique du générique qui t'a plu, qui a dû te... Je ne sais pas, c'est toi qui l'as fait aussi. Voilà. Et puis, quel lien symbolique tu fais entre ce générique et ton film après? Voilà. Alors, ce lien symbolique, aucun, parce que je me méfie beaucoup des symboles. Ouais. Pour moi, il faut toujours qu'on soit le plus concret possible. Sur le générique, alors c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Boris Wilmot qui est le graphiste. Mais moi, je voulais un générique animé. Pourquoi je voulais un générique animé? Parce que Vincent est graphiste et finalement on ne le voit jamais bosser. Et je me suis dit, comme il y a aussi beaucoup d'écrans
le film s'écrit à beaucoup de choses sur les écrans et que c'est une chose pas vraiment aisée. Je lui ai donc donné cette règle-là dès le départ. Et je me suis dit, bon, tant qu'à faire, on va dire que le générique sort de l'ordinateur de Vincent. Et même une des lectures, c'est Vincent a fait le générique. En tout cas, c'était un de ses boulots de graphiste. Et moi, je voulais un générique qui parte justement sur quelque chose d'abstrait, comme le film peut partir, puisque ça part presque c'est presque une hypothèse, un théorème posé, un type qui se prend des coups dans la gueule dès qu'on le regarde, et qui se construisent au fur et à mesure sur un espace citadin tel que celui dans lequel il vit. Et ma référence là-dessus était les génériques de Saul Bass, que vous devez connaître, qui était Saul Bass, c'était celui qui faisait, par exemple, les génériques de Hitchcock. Générique de Vertigo, de La Mort aux trousses. La référence vraiment pour celui-là, c'est le début du générique de La Mort aux trousses. Moi j'ai pensé à Max et les Ferrailleurs aussi. Mais... Ah non, pas du tout. Au générique, hein, Ouais, au ouais. générique. Ouais, j'imagine bien, oui, sur le reste. Ouais. Mais je reverrai le générique de Max et les Ferrailleurs, mais c'est des voitures, hein, c'est ça, un peu abstraites. Hein. Ouais, c'est des lignes aussi, il y a des trucs. Bon, moi, je le reverrai. Mais en tout cas, c'était plutôt la Mort aux trousses. Vertigo. Vertigo, Psychose. Et plus récemment, ça commence à faire, c'était par exemple Casino de Scorsese aussi. Donc voilà, c'était ça l'idée. J'aimais bien l'idée qu'on ait ce générique très abstrait, on se demande dans quoi on est, et on part d'un objet très concret, pianoté par notre héros, quoi, qui le regarde. Donc ça mettait aussi tout de suite en scène la question du regard. Oui, bonjour. Moi, la lecture que j'ai de ce film-là, c'est par rapport à d'autres films qu'on montre à Jean Douce, il est certainement moins consensuel, ou en tout cas, ce genre de film qui est un mélange de films, bon, c'est rare hein, qu'on montre ce genre de film ici, mais pour moi, il est hyper politique, quoi. Enfin, la désignation d'un bouc émissaire pour aucune raison, voilà, ça parle de notre société énormément, quoi. Oui, je suis d'accord, bien sûr. Après, j'avais pas envie, je me méfie toujours. Pour moi, de toute façon, il faut toujours qu'il y ait de la politique, quelque part. Après, je me méfie toujours de à quelle hauteur on le met et on le désigne. C'est-à-dire que je me méfie toujours des tracts. Mais vous aurez remarqué que dans une des radios, on entend la voix d'une célèbre chroniqueuse dont je tairai le nom parce que, bon, il n'y a pas de raison de lui faire de la publicité à celle-là. Mais le fait que, justement, on entende et qu'il y a un frottement entre une chose réelle, c'est-à-dire les commentateurs, le bruit que peuvent faire tous ces gens qui, effectivement, désignent toujours des boucs émissaires, et ce que traverse Vincent était pour moi justement une petite clé là-dessus. Donc je suis tout à fait d'accord. De la même manière, le fait que ça commence sur le lieu du travail et que les violences sont autant physiques que, encore une fois, verbales. Quand son DRH lui dit que ça serait mieux qu'il reste chez lui parce que bon, finalement il fout une sale ambiance, c'est aussi une autre forme on est d'accord, une autre forme de violence. Et le fait que finalement ceux qui se rejoignent là-dessus, encore une fois j'y reviens, c'est la marge. Et je pense souvent que c'est quand même à l'endroit de la marge que les choses souvent se construisent. Il y a d'autres questions ici. Oui, moi justement, j'avais une question, ça rejoint un peu au niveau de ce qui était réel, parce que j'avais l'impression que les bouts de radio et même certains épisodes de télé sur les violences, enfin quand il va sur YouTube, c'était des trucs réels. Oui, j'ai un historique sur mon ordinateur qui me fait fichier S, je pense. Parce qu'il y avait d'autres vidéos encore plus horribles, mais toutes les vidéos sont réelles. C'est-à-dire que la dame qui se fait rouler dessus 2 fois, pour ceux qui veulent regarder la version intégrale, est réelle, mais ce qui est dingue, c'est une caméra de surveillance, mais ce qui est dingue, c'est que des gens se disent c'est intéressant de le poster pour que des gens puissent le voir. Là, c'est là où on se dit, là, il y a quelque chose de déviant quand même. Et il y a beaucoup, si vous tapez certains mots-clés, vous pouvez trouver des choses absolument, et pas sur le darknet, hein, vraiment sur le web, vous pouvez trouver des choses absolument ignobles. Je crois aussi qu'il y a un désir malsain, mais un désir de voir de la mort, le travail de la mort et de la mort violente.
On est dans une société où en même temps on ne veut pas voir la vieillesse. Voilà, parce qu'on a peur de ça, et en même temps, planqué chez soi, on a envie d'avoir le spectacle de quelque chose d'extrêmement horrible. Et donc, du coup, ma question, je voulais savoir, tu disais qu'il y avait eu beaucoup d'improvisation. Qu'est-ce que ça avait amené au niveau des corps, des répliques, en plus, le fait que les acteurs improvisent avec la violence, et aussi tous les moments de groupe, par exemple, à un moment où toutes les voitures sont arrêtées, les gens se battent, cette chorégraphie de la violence, à quel point Ça, c'était c'est pas improvisé. Hein. écrit ou improvisé Pardon. Mais et comment les gens réagissaient à ça comment les gens réagissaient à ça? Oui. Ils étaient payés pour le faire. Donc, Non, mais comment ça se passe Ceci dit, il y a des flics qui sont venus. Oui, voilà, c'était plus ma question. À un moment donné, il y a des voisins, ils ont vu qu'il y avait de la fumée, des machins, et il y a des flics qui sont arrivés, qui disent mais qu'est-ce qui se passe et tout. Bon. Ils ont refusé de faire de la figuration, donc on leur a dit de partir. Quoi, voilà. Et alors sinon, comment ça s'est passé? Il fallait choisir. Ça, c'était des moments qui ne pouvaient pas être improvisés. Parce que ça, c'est des séquences où tous les corps de métier sont en jeu. C'est-à-dire que vous avez de la figuration, il y avait une centaine de figurants, il y avait des cascadeurs, il y avait des essais fixes, qui donc, comme le disait notre camarade juste avant, sont les effets spéciaux au plateau, et là c'était essentiellement la fumée. Il y avait l'équipe des maquillages, et Dieu sait si sur le film la question des maquillages était cruciale. Et il fallait donc qu'il y ait une chorégraphie avec tous ces figurants. Donc moi j'avais écrit la partition de tous les figurants. C'est-à-dire, il y avait des gens en costard-cravate, comme s'ils revenaient d'un colloque, 2 pompiers qui se tapent. L'idée aussi, c'était de faire un peu une espèce de bréviaire de beaucoup de choses taboues. Donc le fait qu'on voit 2 pompiers se taper dessus, par exemple, un ado qui se fait taper contre une glissière, le père de Vincent qui tape une vieille. Enfin voilà, c'était c'était ça un peu l'idée de la scène, d'avoir là tout d'un coup, en fait. Il y a un peu la promesse de ça dès le début du film, et il fallait qu'on arrive à cette séquence-là. Donc après, c'était écrire le parcours de tout le monde. On avait peu de temps pour tourner cette scène, parce qu'on avait 2 jours. Ouais, comme tu dis, je sais pas qui a sifflé, mais on est d'accord. 2 jours avec le rolling qui était juste avant, donc il fallait vraiment pas chômer, d'autant plus qu'il y a aussi du jeu, de la cascade, etc. Donc il y avait des renforts à la mise en scène pour prêter main forte, pour guider toute la figuration, et c'était vraiment de la chorégraphie où il y avait à la fois de la figuration à l'intérieur et des cascadeurs, et où le tout était mélangé, quoi. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Après, c'était Ça a aussi... pas l'air. Si. Mais c'est aussi la question de savoir, au niveau de l'improvisation dans le corps des acteurs, et qu'est-ce qui se passe quand on joue de la violence Ah oui. Est-ce que eux, du coup, rentrent dans de la violence vraiment, ou c'est peut-être flou. Non, mais c'est deux. Non, mais je comprends, mais c'est 2 questions différentes. Ouais. Parce que sur ces moments-là, encore une fois, il ne peut pas y avoir d'improvisation. Et sur les combats, il ne peut pas y avoir d'improvisation. Parce que justement, les actrices et les acteurs ont à cœur d'une chose, c'est de ne pas faire mal à l'autre. Ni de prendre de plaisir à le faire. Et comme j'avais affaire à des acteurs merveilleux qui sont plutôt sains là-dessus, il n'y avait pas ce genre de problème. Après, oui, ça remue, bien sûr. C'est là-dessus, je pense que la scène qui était peut-être la plus difficile, c'est la scène où Vincent va tuer Margot. C'est une scène, moi je trouve que c'est une des scènes parmi les plus violentes. Et elle est, parce qu'on a l'impression, on a l'impression aussi de voir presque le début d'un viol. Enfin, c'est pas bien ce qu'on est en train de voir quand on est en plan large, et quand il commence à l'étrangler, c'est une scène qui fait mal. Et c'était une scène où, pour Vimala, c'était difficile. C'est très compliqué de. Mais de toute façon, ce qu'on demande en général sur les films aux acteurs, c'est des choses qui sont très compliquées. C'est comme de demander à des acteurs de s'embrasser. C'est une chose très, très délicate. Je parle même pas quand, en plus de ça, on les met nus, et on leur demande de faire n'importe quoi. Mais juste pour finir, sur les improvisations, c'est vraiment uniquement sur certaines scènes de dialogue, dans des situations, et en lien avec ces situations. Mais les séquences de violence ou de grandes scènes de foule, on ne peut absolument pas les improviser. Au contraire, c'est très, très cadré.
Déjà, je voulais vous remercier de nous avoir prévenus dès le départ de la violence qu'il allait y avoir, mais de l'amour qui allait suivre. Parce que moi, avec mon parcours, je crois que les 10 premières minutes, je serais partie. Mais bon, j'ai voulu rester pour voir jusqu'au bout et je me suis vraiment régalée. J'ai trouvé ça très très fort. Et sur ce qu'on échangeait tout à l'heure sur dans le métro, parce que moi je suis parisienne, et c'est vrai que plus jeune, c'était pas compliqué de se regarder dans le métro, même si j'ai déjà eu Pourquoi tu me regardes. Plus jeune, c'était pas si violent que ça. Mais aujourd'hui, en fait, les gens se réfugient dans leur smartphone pour éviter les regards. Et j'apprécie, moi, parce que je suis pas du tout comme ça, à regarder les gens. Et quand j'ai un échange de regard avec quelqu'un qui me fait un sourire en plus, je trouve que là, on se dit, ça y est, il y a encore de la vie. Et à contrario de votre film, je me dis, il y a encore de l'humanité. Mais c'est vrai que je trouve que votre film est très parlant sur tout ce qui déshumanise et sur la violence qu'on a tous à l'intérieur. Et voilà, je trouve que là-dessus, c'est très vrai et que ça réveille beaucoup de choses. Voilà, merci. Merci à vous. Mais après, oui, je pense qu'encore une fois, faut se méfier de ne pas désigner les... On est d'accord sur les smartphones, les écrans, sur tout ça, bien sûr, et ce sont des outils... je vais sortir mon discours de vieux marxiste, mais ce sont des outils au service d'un capital. On sait bien, et on sait bien d'ailleurs que les grands, les gens d'Apple et tout, disent à leurs enfants de ne pas avoir de smartphone. Fumier. Mais tout ça, comment dire, ce ne sont que des outils. Le monstre, il est en nous. Et il est en nous depuis toujours. Et encore une fois, il s'agit de le tenir en laisse, quoi. Et de faire gaffe à l'autre et de le prendre dans les bras. Ou plus s'il y a des sentiments, mais de faire gaffe à l'autre, quoi, et de pas être, encore une fois, de pas se tromper sur soi-même, de ne pas se regarder résolument comme une victime, quoi. Pardon pour ce petit prêchi-prêcha. Tout à l'heure, tu nous as parlé un peu du soin que tu prends des comédiens, en fait. C'était un rapport aux scènes des violences, comme ça, tu dis, il ne faut pas qu'ils prennent plaisir à se taper les uns aux autres, comme ça. Et aussi, il y a quelque chose, je trouve, dans ton film, où en tant que spectateur, on ne prend pas plaisir non plus de voir les gens se taper. Ce n'est pas un spectacle que tu nous montres. Et donc, j'arrive pas à savoir trop comment, mais moi, je prends un peu des distances par rapport à cette violence. Je me dis, bon, c'est un film, il y a quelque chose d'un soin que tu prends des spectateurs pour pas se prendre tout en pleine figure, comme ça, cette violence. Est-ce que tu sais expliquer un peu le mécanisme de cette distanciation que tu fais moi, je repère, par exemple, la musique. Des fois, elle nous prévient des scènes qui vont arriver. Les chiens, ils préviennent les personnages, ils nous préviennent nous-mêmes. T'as parlé du chien. Le chien. L'un des meilleurs amis de l'homme aussi, dans le film. Dans le film, oui, c'est un personnage. Hein. Sur les scènes de violence, alors c'était quand même ma grande angoisse. C'est-à-dire, c'était comment mettre en scène ça. Et ça, là-dessus, j'avais au-delà des acteurs, bien sûr, deux partenaires privilégiés, à savoir Manu Dacos, le chef opérateur du film, qui est un immense chef opérateur, et Manu Lanzi, le régleur des cascades, qui est aussi un très très bon régleur de cascades. Et moi, ce dont je me méfiais, c'est que je ne voulais pas que les scènes de violence soient fun. C'est-à-dire que si vous regardez depuis une trentaine d'années à peu près, les scènes de violence, elles sont fun. C'est-à-dire que oui, voilà, et exactement, l'héritage certainement de Tarantino, du cinéma hongkongais, des choses que par ailleurs j'aime beaucoup, hein, mais qui fait qu'à un moment donné, tous les films un peu épousent cette chose-là avec une caméra virevoltante, etc., qui fait que finalement la violence est fun et donc un peu inoffensive. Et pour moi, c'était pas possible qu'on fasse ça. Donc il fallait qu'au contraire la violence soit sale, qui est une forme de réalisme, tout en n'étant pas justement complaisant non plus avec ça. Et c'est là-dessus où effectivement il fallait à chaque fois un peu prévenir, effectivement, soit par des signes, par des histoires de leitmotiv, par le chien, et qu'on soit plus sur une dimension au fur et à mesure, sur une
comment dire, une dimension presque fictionnelle, mythologique. Là-dessus, bon, le combat dans la merde est une... Ah, je vois que madame a apprécié. Est une bascule, mais c'était une bascule pour nous aussi, madame. C'est-à-dire que nous, sur le tournage, quand on a fait cette scène, on s'est dit, ouais, là, on commence à faire vraiment n'importe quoi. Et on s'est dit, bon, on va continuer, et puis ça va être de pire en pire. Mais il fallait aller jusque-là aussi, et je pense que ça participe de la mise à distance, parce que c'est tellement énorme, c'est à la fois tellement sale, mais c'est tellement énorme que tout d'un coup, ça permet à la fois que ça ne soit pas fun, ça qu'on n'y prenne pas plaisir, et en même temps, on n'est pas non plus dans une complaisance de montrer du gore ou du violent. Pareil, c'était vraiment là-dessus, fallait bien gamberger pour être... Il y a toujours un équilibre avec le burlesque. Dans cette scène, il y a quelque chose de très dégoûtant. Ben voilà, on sent presque cette odeur, on s'imagine bien, un faux sceptique comme ça qui déborde. Et en même temps, il y a quelque chose dans les corps comme ça qui glissent, qui arrivent pas, qui sont collés à la boue, tout ça qui joue un peu du burlesque. Ben, c'est-à-dire que là-dessus, pour la petite histoire de la fabrication de cette scène, Karim et Guillaume, qui interprètent le facteur, et je tiens à saluer vraiment encore une fois la performance que font les deux acteurs sur cette scène-là, ils avaient répété en amont le combat. Mais bon, c'est écrit une fausse sceptique, bah, ils imaginaient un petit clapotis, et ils n'étaient pas au courant des conversations que nous avions avec le chef décorateur, Samuel Charbonneau, et où on s'était dit, bon, la fausse sceptique, on va faire l'enfer de Dante. Donc, Maus, le propriétaire de la maison, a apprécié nous voir arriver l'équipe de Samuel avec une pelleteuse. Et donc, quand Karim et Guillaume ont vu la dimension, ils ont vu que ils avaient de la merde. Alors, c'est pas de la vraie merde, je vous rassure. Quand ils ont vu qu'ils avaient de la boue jusqu'aux genoux, ils se sont dit, mais comment on va régler le match? Et justement, l'idée, c'était qu'ils ont été d'une générosité énorme. C'était justement de faire ce combat tel qu'il l'avait répété sur le sol ferme, mais empêché et avec la surprise, l'étonnement. Alors là, c'est là où on retrouve une part d'improvisation, et c'est là où nous, on découvrait aussi, c'est-à-dire j'imaginais bien que ça allait faire quelque chose, mais en même temps, on ne sait pas quoi. Moi, c'est ça que j'aime. Et c'est pour ça aussi que j'aime l'improvisation, c'est tout d'un coup d'avoir la chose à laquelle je ne m'attendais pas et qui est mieux que ce à quoi je m'attendais. Et tout d'un coup, ils étaient remplis de cette merde, on ne savait plus qui était qui, il y en avait un à un moment donné, ils bougeaient plus dans la merde, on ne savait plus s'ils mouraient ou pas, et c'était, tout d'un coup, c'était dantesque, et les deux, ils ont formidablement joué le jeu, même quand ils ont fini la prise, les prises étaient très longues sur cette scène, et quand je leur ai dit, on fait une petite pause, on se lave, et on la reprend. Et ils n'ont pas hésité à le refaire, ils ont été formidables. Il y a une question. Bonjour, merci pour le film. Moi j'avais une question, je suis désolé de revenir à la politique, mais on est à Jindou, donc c'est un peu le lieu pour le faire et pour le lier au cinéma, comme l'a fait Marie tout à l'heure. Il y a un mot qui fleurit en ce moment dans le discours politique, une petite musique qui revient et qui est portée par l'extrême droite. C'est celle de l'ensauvagement de la société, et ils font leur miel là-dessus. Alors certes, vous mettez des indices dans le film, avec le stagiaire qui répond à un mépris, avec moi je la nomme parce que je pense qu'il faut dire que c'est une chroniqueuse d'extrême droite, Elisabeth Lévy qui parle, on entend sa voix. Voilà, et donc on comprend, le public de Jindou est averti, et le public de Jindou comprend que le message que vous avez voulu faire passer. Maintenant, voilà, le film est fait, il vous appartient presque plus, il appartient presque plus maintenant à ceux qui le voient qu'à ceux qui l'ont fait. Est-ce qu'on n'a pas peur que ceux qui font leur miel de l'ensauvagement de la société, ceux qui font leur miel de cette petite musique nauséabonde, récupèrent le film en se disant ah, vous voyez, il a fait un film sur la violence qui se réveille dans la société, vous voyez, vous avez raison d'avoir peur. Bah, t'inquiète pas, déjà Elisabeth Lévy, elle va pas chercher à le récupérer, ça c'est sûr. Mais je pense qu'elle sera pas assez intelligente pour voir la subtilité de ce que vous avez fait. Bon, elle va s'entendre, elle va bien comprendre que c'est pas un hommage oblique. Moi là-dessus, comment dire, je vais pas, tu vois, je comprends ce que tu veux dire, mais ce qui me gênerait, parce qu'en fait, ça serait quoi la solution? Ça serait de stabiloter, quitte à rendre l'objet
Directement politique. Ouais, enfin, encore une fois, je reviens sur ce mot, mais ça deviendrait un tract. Et moi, ça m'intéresse pas, parce que la dimension politique, j'aime qu'on l'attrape à travers des signes et que chacun... Ceux qui, après, j'ai bien pensé, hein, bien sûr, parce que ça date pas d'hier, hein, sur l'ensauvagement et ces choses-là. J'ai envie de dire, c'est leur névrose. S'ils cherchent à récupérer le film, ça sera pas dur d'être très clair par rapport à l'équipe du film et de dire en clair non. Enfin, en tout cas, c'est pas cette parole-là que l'on tient, mais sans non plus en faire des caisses, parce que je pense, de toute façon, ils cherchent tellement à récupérer des objets qui ne sont absolument pas au départ des objets partisans, et encore moins des objets partisans de leur cause, que j'ai pas envie comment dire, d'enlever de l'ambition au film pour que... Enfin, j'ai pas envie de les prendre en considération, en fait. J'ai envie de les pointer parce que je pense que c'est important justement de ne pas dénier l'influence grandissante que dans le débat, et plutôt dans le bruit que ces gens-là ont. Mais après, j'ai pas envie non plus de me dire... J'ai pas envie qu'il y ait d'ambiguïté. Après, sur la récupération, j'ai envie de dire, c'est leur problème, quoi. Je pense pas que le film puisse souffrir, parce qu'en plus on montre une France, ça serait difficile pour eux, parce que la France que je montre, c'est la France, comme on dit dans ces chaînes-là, périurbaine, la France qu'on ne voit pas assez selon eux. Donc c'est compliqué, parce que c'est pas vraiment leur discours que de dire que cette France-là aussi est en colère, et que ça n'a rien à voir avec... ça n'a rien à voir avec un contexte sociologique, culturel, ethnique. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, qu'ils aillent se faire foutre. J'aurais pas dit mieux, bravo. Il y a peut-être une dernière question, parce qu'après on doit laisser la parole aux prochains invités. Bonjour, merci pour le film également. Vous rappeliez tout à l'heure que Vincent n'est pas innocent lui-même au début, puisqu'il humilie le stagiaire, mais c'est pas la première scène, il y a une scène avant. Et vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas d'explication à la fin, mais est-ce qu'il n'y en a pas une au début? Alors ça serait quoi cette explication? Alors, est-ce qu'on va vivre un cauchemar? Ou est-ce qu'on s'éloigne de la nature? Il y a tout ce chaos automobile. C'est la question que je vous pose à vous, en fait. Oui, c'est bien, mais j'ai fait une réponse un peu de fumier, je suis bien d'accord, mais, ouais. Ça m'intéressait d'avoir votre, et qui est une interprétation qui marche bien. Cette première scène, ce rêve un peu étrange, c'était vraiment un peu un clin d'œil à Buñuel, en fait. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Buñuel, c'est qu'il y a souvent des personnages secondaires qui tout d'un coup viennent et racontent un rêve. Dans le Charme discret, vous avez ça, à un moment donné, il y a des militaires, puis tiens, il y a le lieutenant qui va nous raconter son rêve, et qui n'est pas forcément en lien. Enfin, moi, ce que j'aime bien, justement, c'est que ça donne un peu la règle de jeu du film, c'est que, vous voyez, vous vous êtes trouvé votre interprétation, je pense que chacune et chacun d'ici peuvent se la faire, et c'est un peu ça aussi la règle du film, par rapport à ceux qui souffrent du manque d'explication, c'est que, encore une fois, c'est votre regard à vous qui fabrique la chose et qui va se mettre à fictionner. Et il y a quelques indices. Pour moi, les indices, c'est effectivement, vous le dites, c'est le cauchemar et aussi l'animalité, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions de chiens dans le film, que ce soit chez le psy, puis ensuite avec le personnage de Sultan, etc. Et j'aimais bien on rentrait dans le monde du travail par une porte un peu étrange de quelqu'un qui raconte le rêve avec sa maman avec des bois de serre. Mais c'était un petit clin d'œil aussi pour moi à Buñuel, qui est un cinéma que j'affectionne beaucoup. Alors, puisque je tiens le micro, très rapidement, la ville de Saint-Malo apparaît au générique. Est-ce que, contrairement à La Roche-Bernard et Saint-Michel Chef, elle n'a pas donné assez pour justifier de l'image ou... La ville de Saint-Malo apparaît... Ouais, je me fais engueuler, là, mais... il y a Saint-Malo au générique? Oui, j'ai cru. Saint-Malo de Guersac. Ah. Il connaît rien. Bon, alors...
On doit l'avoir. On doit l'avoir. En fait, je vous avoue qu'à un moment donné, il y a beaucoup de lieux. On s'est baladé en Pays de la Loire, beaucoup de villages, et il y a des noms, je les ai pas retenus. Donc ça doit être, je sais pas, c'est peut-être à un moment donné quand ils traversent un pont, il y a le Zoumaria avec l'usine. Vous voyez, il y a des petits plans comme ça. Ça se trouve, c'est là. Attendez, il y a quelqu'un qui a le micro. Non, moi c'était juste, puisqu'on a fait le générique de début, on va parler du générique de fin. Et hier, autour de moi, tout le monde chantait la chanson de Dave. Et bon, la question c'est de savoir, puisqu'on finit maintenant, si à Cannes, tout le monde avait chanté Dave ou pas. Parce que ici, c'était vraiment un soulagement pour beaucoup de monde. Ils ont tapé des mains, j'étais pas peu fier, parce que tout ce film était finalement pour réhabiliter Dave. On avait bien compris comme ça. Hein, mais... Les producteurs, quand je leur ai dit que voilà, fallait Dave au générique de fin, ils m'ont dit pourquoi. J'ai dit je sais pas. Parce que il y avait pour moi une évidence. Quand je rebossais sur des scènes, je mettais la chanson de Dave en boucle. Bon, pourquoi pas, hein, chacun ses trucs. Et je trouvais que déjà moi j'aime bien utiliser une chanson, qui est dans notre j'ose pas dire le mot, hein, mais bon, dans notre patrimoine et ce que j'aimais bien aussi, c'est que si vous écoutez les paroles, ça coïncide complètement avec l'histoire. Et moi, il y a quelque chose qui m'émeut beaucoup dans l'interprétation de Dave. Alors c'est peut-être une faute de goût, mais je l'assume complètement. C'est que quand il pousse ce cri de Vanina, pour moi, c'est comme si c'était le cri de Karim. Bon, chacun son truc. Hein. Et donc pour moi, je sentais aussi que pour le spectateur et spectatrice, il fallait, après toute cette violence et tout, il fallait un petit sas et de quitter sur cette chose-là qui nous relie finalement toutes et tous ensemble. Donc j'étais ravi. Je ne vous ai pas entendu hier chanter, mais je suis ravi que vous l'ayez fait. Et comme à Cannes, j'étais ravi qu'il tape des mains. Peut-être qu'on a encore un peu d'espoir dans l'humanité et ça passe aussi par l'amour. Par l'amour et par l'amour de Dave. Voilà. Bon, merci beaucoup Stéphane d'avoir échangé avec le public. Merci à vous, vraiment.